Alors d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir invité, et notamment M. Rostin pour me donner la possibilité d'être ici parmi vous et vous présenter mes recherches, notamment ma recherche doctorale que je viens de terminer l'année passée à Quero. Aujourd'hui, nous avons vu, surtout ce matin, comment les enjeux liés au changement climatique au niveau, on va dire, global et au niveau aussi local. Et on a vu aussi la réponse institutionnelle. Moi, avec ma présentation, j'essaie de vous inviter à voyager un peu avec moi dans les Andes péruviennes en donnant le mot en fait aux communautés autochtones qui sont les Quero, qui habitent dans les Andes péruviennes, et voir comment eux, ils font face au changement climatique. Donc, l'idée en fait, de cette présentation, c'est de montrer, c'est vrai que le changement climatique est un enjeu interdisciplinaire. Beaucoup de disciplines doivent dialoguer entre eux pour faire face au changement climatique. Mais moi, avec cette présentation, j'aimerais bien aller un peu au-delà, à parler même d'interontologie, c'est-à-dire d'intégrer dans l'analyse, on va dire, conventionnelle du changement climatique, dominée surtout par les sciences naturelles, aussi le point de vue des peuples autochtones ou des peuples qui sont directement concernés par ce changement du climat. Alors pourquoi le Pérou? J'ai choisi le Pérou d'abord parce que c'est un des pays qui a perdu dans les dernières 40 ans le 40% de sa couverture glaciaire. En fait, le Pérou, il a deux grandes cordillères. On peut voir la plus grande cordillère, c'est la Cordillera Blanca, qui c'est à côté de Huaraz, et la Cordillera Vilcanota, qui c'est à Cusco, où j'ai fait ma recherche doctorale. En fait, la communauté qu'on va voir, les Quero, habite dans les Andes, sur la Cordillera Vilcanota, et les Quero s'affaissent en fait vers le territoire amazonien, et ça c'est une particularité climatique qu'on va voir un peu dans le détail plus tard. Alors ça c'est une photo de la Usangate, que c'est la plus grande montagne qu'on peut voir très bien depuis Cusco. La Usangate avait tiré mon attention surtout parce que Longley Thompson, un des plus célèbres glaciologues en 92, est invité au Sénat américain par le futur vice-président Al Gore, qui a joué en fait un rôle très important à la conférence pour le protocole de Kyoto. Et après avoir invité James Hansen de la NASA, il avait invité Longley Thompson face au Sénat, mais cette fois-là au Sénat américain, pour montrer en fait la fonte des glaciers, les glaciers des tropiques, dans ces cas-là. Et lui, il a choisi de montrer la fonte des glaciers de la calotte glaciaire du Quelcaia. Qu'en fait, la calotte glaciaire du Quelcaia, c'est on va dire, la seule calotte glaciaire des tropiques. On peut voir dans ces données qui ne sont pas trop récentes parce qu'ils arrivent jusqu'à 2006, que le Quelcaia, donc toute la calotte glaciaire de la cordillère Vilcanota, a perdu plus de 50% de la couverture glaciaire dans les dernières 40 ans. On peut voir dans les mesurations techniques faites par les scientifiques de la région de Cusco, on a eu une augmentation des températures graduelles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu une augmentation des températures maximales, mais il y a eu aussi une diminution des températures minimales. C'est-à-dire que pendant la nuit, il fait beaucoup plus froid et pendant le jour, il fait beaucoup plus chaud. Donc, on a une variation journalière très étendue par rapport au passé. Alors, on vient où je fais ma recherche doctorale chez les Quero. Les Quero, en fait, sont une communauté qui habite à environ 100 km de l'ancienne capitale de l'Empire Inca, désolé. Et ils sont plutôt vers la Cordillera Vilcanota qui descend vers Pilcopato et donc vers l'Amazonie. Les Quero sont connus aussi par les travaux de John Murra pour le contrôle des trois pisos écologiques, les trois étages écologiques. En fait, ils passent la plupart de l'année dans la Puna. En fait, c'est l'étage écologique le plus grand, entre 4600 mètres et 3800. Dans la Puna, ils passent le temps parce qu'ils doivent se prendre soin des animaux, notamment des alpagas et des lamas. Après, dans le deuxième étage écologique, ils cultivent différents types de tubercules entre les 3600 mètres et 3002, notamment la papa native. Et le troisième étage écologique, c'est la Yunga, qui c'est l'étage écologique qui va dans 2000 mètres jusqu'à 1008, on va dire un peu plus bas, qui c'est en fait l'entrée vers la forêt amazonienne. C'est très intéressant parce qu'en fait, ce système d'adaptation, on doit penser qu'on est déjà face à un climat qui est déjà très hostile parce qu'on est juste en face, derrière on a les glaciers, mais en bas il y a la forêt Amazonie, donc tous les jours l'humidité de l'Amazonie remonte, donc on est face à une communauté qui déjà depuis des siècles, il a appris à s'adapter à un environnement très hostile.
Ça, par exemple, c'est une photo de Hatun Kero, que c'est une des communautés, des 5 communautés qui composent la nation Kero, dans laquelle j'ai fait mes recherches. Alors, moi, je me suis intéressé surtout à comment, en fait, les communautés autochtones, notamment les Kero, représentent le changement climatique. Et pour représentation du changement climatique, j'ai divisé dans une façon assez artificielle, mais qui est intéressant au niveau méthodologique, 3 concepts qui sont en fait interdépendants entre eux, que c'est la perception, l'interprétation et la relation. Alors, pour perception, j'entends simplement si la communauté concernée s'ils perçoivent un changement dans le climat. C'est clair que dans mes questions, je ne parlais pas du changement climatique, mais je parlais plutôt du changement du régime des pluies, des fonds des glaciers et des termes en quechua utilisés par les communautés autochtones. Pourquoi j'ai fait ce type de division méthodologique des 3 concepts? Parce que normalement, la plupart des études qui vont étudier comment les communautés s'adaptent au changement climatique, les communautés locales, demandent à ces communautés comment ils perçoivent le changement climatique sans prendre dans l'analyse comme eux, ils expliquent ces changements du climat. Donc, ils partent du principe que les changements climatiques expliqués très bien par les sciences naturelles, donc ils n'intègrent pas trop dans l'analyse leur interprétation des changements climatiques. Et pour bien comprendre comme eux, ils expliquent le changement climatique, j'ai parlé de relations. En fait, tous des types de modes de relations que ces communautés-là entretiennent avec ceux que nous, en Occident, on a tendance à mettre dans le concept de nature. C'est-à-dire qu'ici, normalement, on fait une grande division entre la nature et la culture. C'est-à-dire les êtres humains sont responsables du changement climatique à travers des émissions de CO2. Donc, il y a un changement climatique. Et les êtres humains sont censés s'adapter à ces changements climatiques. Donc, il y a cette idée tout le temps duale entre le changement d'un côté climatique, donc la nature, et une réponse humaine, la culture. Dans les modes de relation, on va voir que beaucoup de communautés non occidentales, ils ont des relations vis-à-vis de la nature, c'est-à-dire des événements climatiques comme la pluie, la fonte des glaciers, mais aussi les divinités, les ancêtres, les animaux et les plantes, qui sont très différents de la conception qu'on a en Occident. En fait, eux, à travers certains types de rituels, ils communiquent avec ces êtres, on va dire, ces entités non humaines. Donc, c'est important d'intégrer cette analyse de relation dans l'analyse. Alors, vite, les Kéros perçoivent le changement climatique. Ils perçoivent surtout un changement de régime des pluies. Il pleut beaucoup plus pendant la saison des pluies. Et par contre, dans la saison de sèche, il pleut beaucoup moins. Un autre changement qui perçoivent les Kéros, c'est un changement de température. Selon eux, il fait beaucoup plus froid pendant la nuit, comme on a dit avant, et beaucoup plus chaud pendant le jour. Et en plus, l'arrivée du givre nocturne, qui est très important pour faire le chugno et la moraya, c'est la pomme de terre déshydratée, qui est normalement tondue en août. Parfois, il arrive même en février et il n'arrive pas régulièrement dans les saisons qui normalement est tendue. Et j'ai mis seulement 4e, même si c'était la raison qui m'a poussé à aller dans les ans, c'est la fonte des glaciers. Parce que la fonte des glaciers, c'est clairement une chose qui est très visuelle. Donc, au niveau symbolique, ils la voient, ils l'aperçoivent, mais ils ne l'aperçoivent pas comme une menace très directe parce que c'est la pluie plutôt qui a des effets sur les cultivations. En fait, les principaux effets du changement climatique, c'est une augmentation des maladies de la pomme de terre. Ils appellent la rancha, que c'est le mildiou de la pomme de terre. Donc, il y a une conséquente diminution de la productivité des tubercules qui sont produits dans le 2e étage écologique et du maïs qui est produit dans le 3e étage écologique proche de l'Amazonie. Et notre problème, c'est les animaux qui, vers la fin de la saison sèche, ils ne trouvent plus de pâturage. Donc, les Kéros doivent se déplacer beaucoup pendant la saison pour trouver des pâturages pour les animaux. Et les nouveau-nés, surtout, quand ils naissent, surtout dans le mois des saisons des pluies en février, ils meurent parce qu'ils sont trop faibles. Ici, on voit par exemple le nouveau-né de lama qui, parce qu'il y a des pluies trop fortes pendant le mois de février, il lui met un petit sachet en plastique pour le protéger, pour faire qu'il passe les premiers 2 mois qui sont les mois un peu plus importants de l'animal. S'il passe ces 2 mois-là, après, il peut survivre sans trop de problèmes. Comment les Kéros interprètent ces changements climatiques? Clairement, les réponses sont assez hétérogènes. Moi, j'essaie de faire 2 catégories aujourd'hui. Il y a de temps en temps un usage des termes qu'on appelle qui viennent des sciences naturelles, c'est-à-dire que parfois quelqu'un me parle des trous dans la couche d'ozone, du changement climatique, mais ce sont des termes mis un peu comme ça dans le discours. En fait, il n'y a pas un vrai discours lié aux sciences naturelles. Et ces discours-là sont surtout influencés des petits ateliers qui organisent les ONG ou le gouvernement local pour essayer de faire comprendre aux communautés locales le changement climatique. Donc, aussi les acteurs externes comme moi, ou les touristes qui vont à Kéros, arrivent avec ces termes qui après sont reproduits. Donc, ces termes-là, il faut le dire, sont utilisés, mais ils ne rentrent pas vraiment dans leur explication.
L'explication principale, presque unanime, de la plupart des Kéros, c'est qu'en fait, le changement climatique s'explique à travers une dégradation des relations de réciprocité que les Kéros entretiennent avec leur divinité. Autrement dit, les Kéros, ils sont en train d'abandonner différents types de rituels. Ici, par exemple, c'est un rituel qu'ils ont fait pendant le Palchai, que c'est en février, dans le cadre du carnaval, dans lequel les Kéros remerciaient les divinités, notamment les Apus. Les Apus sont les esprits sacrés des montagnes et la Pachamama, la mère-terre, pour lui demander le bien-être pour ces animaux. En fait, les Kéros, de plus en plus, sont en train d'abandonner ça. Pourquoi? Parce que dans une façon très romantique, les Kéros, à travers, je ne rentre pas trop dans les détails, des mouvements indigènes, surtout du Pérou, mais aussi cuscaniens, sont considérés dans une façon très romantique les derniers Rancas. Donc, ils profitent aussi de cette reconnaissance de la région des derniers Rancas. Et de l'autre côté, ils sont considérés aussi les plus puissants chamans de la région de Cusco. Donc, il y a une croissante demande des gens de la ville de Cusco et du tourisme mystique d'Occident qui vont là-bas pour demander les services rituels des Kéros. Donc, de plus en plus, les Kéros, on les retrouve à Cusco, surtout dans le mois d'août, qui est un mois très sacré pour eux parce qu'il faut faire différents types de rituels pour le bien-être de la communauté. Et à la place d'être là, on va dire, à faire des rituels pour l'équilibre et le bien-être de la communauté, ils ont mercantilisé leurs services pour les habitants de la ville et les touristes. Donc, à travers cet abandon des rituels, eux, ils expliquent cette rupture de relations qu'ils entretiennent avec leur divinité, notamment les Apus et la Pachamama. En fait, c'est pour ça que pour mieux comprendre ça, dans mon travail, j'ai tout fait une analyse de tous les modes de relations que les Kéros entretiennent avec les entités non humaines. Mais ils ont des relations de réciprocité aussi avec la pomme de terre, avec les lamas. Ils ont toute une différence de relations qu'il faut une analyse pour comprendre la diversité par rapport à une approche occidentale. En fait, en conclusion, ce que j'ai essayé de montrer là, qu'il faut un dialogue entre des ontologies. En fait, l'ontologie peut-être c'est un terme qui prête à controverse, mais l'idée c'est de dire qu'il y a un discours dominant sur le changement climatique qui est dominé par les sciences naturelles, on le voit aussi dans les négociations, mais il faut aussi prendre en compte les représentations locales du changement climatique, comment les populations affectées représentent ce type de changement. Si on prend le premier concept, celui de la perception, on voit que les Kéros perçoivent le changement climatique comme les scientifiques. On a vu dans les slides que j'ai présentés au début, la perception du changement climatique des Kéros est la même. Ils perçoivent ce que nous, en Occident, on appelle changement climatique. La grande différence, c'est dans l'interprétation. C'est-à-dire que les scientifiques occidentaux, on va dire, ou de le discours dominant sur le changement climatique, disent que le changement climatique est causé surtout par les actions anthropiques, donc des émissions de CO2. C'est intéressant parce qu'il y a une analogie vers la représentation des Kéros. Eux aussi disent que c'est la faute des humains. Eux, ils se autoculpabilisent eux-mêmes. Mais eux, ils mettent en question leur pratique rituelle pour expliquer le changement climatique. Et la différence claire est au niveau des modes de relation. En Occident, on fait cette dichotomie très nette entre la nature et la culture, chose qu'eux ne font pas, parce que ce que pour nous, c'est un changement naturel, pour eux, c'est déjà au niveau changement culturel. Je dis ça parce que normalement, quand les ONG vont travailler à Kéros ou le gouvernement régional va à expliquer, entre guillemets, aux Kéros comment doivent s'adapter au changement climatique selon vraiment des modalités occidentales sans prendre en compte ce qui c'est avant tout un changement pour le changement du climat, un changement directement social. Et je conclue. C'est intéressant de voir, on a parlé beaucoup aujourd'hui des mines. En fait, c'est double enjeu, le changement climatique d'un côté et l'exploitation minière au Pérou. Le Pérou, c'est un pays, dans les derniers 5 ans, les conflits liés à l'exploitation minière sont vraiment explosés. À Kéros, c'est un territoire très vaste et les mines, ils commencent déjà à essayer d'entrer pour chercher l'or, notamment. Et donc, ils essayent d'entrer. Il y a une moitié de la communauté qui veut les accepter, une moitié qui ne l'accepte pas. Donc, ça crée déjà des conflits dedans. Mais moi, je trouve qu'un travail comme le mien, au niveau ethnographique, voire anthropologique, doit montrer que, d'un côté, l'arrivée des mines ou tous les conflits qu'il y a, pas seulement à Kéros, mais dans les Andes, ce n'est pas seulement une lutte pour préserver une ressource naturelle, mais c'est une lutte pour préserver des entités qui font partie d'un collectif social, d'une société qui va au-delà des êtres humains. Et sur ça, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Jérémia. On pouvait difficilement avoir un exemple plus concret de l'impact des changements climatiques